Je m'appelle Marie-Pierre Youssouf, je suis chargée de projet au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le conseil départemental et les services de l'État pilotent le schéma départemental des gens du voyage et donc j'ai en charge ce dossier. Mais dans les Bouches-du-Rhône, il y a un taux de scolarisation qui est assez faible pour les enfants voyageurs et donc on œuvre pour augmenter ce taux puisque c'est une meilleure adaptation à son environnement que d'aller à l'école. Je suis Fatia Alissoudja, je travaille pour Allotra, association pour le logement des travailleurs depuis 11 ans maintenant. Je suis responsable du pôle social et des animations. Donc je coordonne l'ensemble des actions sur 4 aires d'accueil. L'aire d'accueil d'Aix-en-Provence, l'aire d'accueil de Fuveau, l'aire d'accueil de Bouc-Bélier et l'aire d'accueil de Salon-de-Provence. Le constat qu'on fait sur la scolarisation des enfants du voyage de familles itinérantes, une scolarisation qui est faible mais qui progresse quand même. Moi ça fait 11 ans que je travaille chez Allotra et une scolarisation que je constate quand même que ça progresse un petit peu. Moi je m'appelle William Acker, je suis délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyens et c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années, qui est portée par des familles de voyageurs et qui a pour objectif d'accompagner, de conseiller les voyageurs face aux discriminations. Il y a 2 types de freins à la scolarisation des enfants du voyage. Je pense que le premier frein déjà c'est dans les familles. Il faut comprendre que le rapport à l'école est un rapport un peu abîmé dans les familles, puisque beaucoup de parents ont eu des scolarités abîmées, avec la plupart témoignent d'ailleurs d'avoir été au fond de la classe, de ne pas avoir vraiment été intégrés dans les écoles par les instituteurs, et donc d'avoir eu aussi une école décalée, puisqu'on se retrouvait dans des classes avec des niveaux qui étaient supérieurs aux nôtres, etc. Je m'appelle Laurie, j'ai 36 ans, je suis maman de 4 enfants et je fais partie de la communauté des gens du voyage. J'ai 2 enfants qui sont scolarisés, la 3e qui va rentrer à l'école de l'aire d'accueil de Aix, après les prochaines vacances. Les enfants, ils ont envie d'aller à l'école globalement. Franchement, si je dirais sur 100%, il y en a peut-être 80% qui veulent aller à l'école. Ils s'amusent, ils apprennent des choses. Après, oui, il y en a une petite partie qui est pas du tout intéressée. Mais bon, par exemple, mon fils, il est pas du tout intéressé par l'école, alors que pour moi, c'est une priorité. Ils iront jusqu'à... moi, c'est important pour moi qu'elle ait un bagage, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle fasse quelque chose. Je veux que si demain elle a besoin de travailler, ou même ne serait-ce que pour s'instruire de manière générale, je veux qu'elle ait un bagage. Donc c'est important pour moi que tous mes enfants ils aient quelque chose. Ils n'arrivent pas parce que les parents ils font pas le suivi. Apprendre à lire, c'est pas si simple que ça. Il faut s'entraîner à la maison, il faut faire les devoirs. Les parents ils font pas les devoirs. Ils ont soit par négligence, soit parce qu'ils n'en ont pas la capacité, parce qu'ils savent eux-mêmes pas lire et écrire. Et tu peux pas demander à un parent d'apprendre à lire à son gamin si lui-même il sait pas lire un téléphone ou un panneau. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Donc oui, il y a l'envie. Et moi je me bats pour ça, mais j'ai des grandes discussions et vraiment je milite pour que les femmes, mettez vos enfants à l'école. Reproduis pas tes difficultés sur tes enfants. Ton mari, il sait pas lire, pas écrire, il sait pas remplir un devis. Quand il fait des devis pour travailler, c'est X ou Y qui remplit. Et fais en sorte que tes enfants ils aient pas cette problématique-là. Je m'appelle Isabelle Godot, je suis coordinatrice académique du CASNAV d'Aix-Marseille. Le CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Le rôle du CASNAV, c'est la scolarisation, c'est le S du sigle, la scolarisation, c'est-à-dire l'accueil des parents, l'évaluation de positionnement à l'arrivée des élèves étrangers et l'affectation en classe. Et pour les enfants du voyage, le suivi des enfants du voyage qui ont besoin d'être aidés parce que une scolarisation quelquefois en pointillé qui fait qu'ils sont un petit peu éloignés des apprentissages. Pour les enfants du voyage, une problématique liée à l'itinérance aussi qui fait qu'il n'y a pas toujours ces connaissances voulues, le niveau requis n'est pas atteint. Et puis après des difficultés culturelles aussi liées à l'usage de l'écrit. Dans certaines familles, l'écrit est très éloigné. Il faut aussi acculturer les parents à
que c'est qu'être un petit écolier. Je m'appelle Geneviève Leric, donc je suis directrice de l'école Roumanie depuis 4 ans maintenant. Alors on a 2 types d'enfants scolarisés. On a ceux qui sont issus de la communauté du voyage, donc les voyageurs qui sont sur l'aire de voyage derrière la gare TGV, une aire de voyage payante où les familles sont accueillies déjà par Allotra, etc. Et on a les Roms qui vivent en face dans je pense que c'était une ancienne décharge ou casse sauvage et qui est devenue un bidonville. Donc c'est 2 populations différentes, mais qui arrivent sur l'école. Tous les enfants qui sont en France et qui ont plus de 3 ans sont obligés d'aller à l'école, ou au moins d'avoir une scolarisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi être par le CNED ou d'autres manières. Mais s'ils sont sur l'aire de voyage, c'est quand même mieux qu'ils viennent à l'école. Quand ils s'inscrivent à l'école, on ne demande pas qu'ils aient des papiers, on ne demande pas les papiers, ça ne nous regarde pas. En général, il y a des retards dans les apprentissages, parce que en fait, la scolarité n'est pas continue. Et donc comme ils passent d'une école à l'autre, je ne sais pas s'ils s'investissent de la même façon à l'école, mais c'est surtout que c'est compliqué à chaque fois de se réadapter, d'avoir un nouveau fonctionnement, de comprendre dans cette école les règles c'est celle-ci, dans l'autre école les règles c'est celle-là. Donc il y a tout ce qui parasite en fait l'apprentissage en lui-même. Parce que c'est des gamins qui, s'ils viennent régulièrement à l'école, ils progressent rapidement, quoi. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils viennent tous les jours. Les parents qui pensent qu'on va laisser les enfants à part, moi je prends le parti et mon équipe fonctionne comme ça. Plus ils vont être intégrés dans la classe, plus ils vont déjà avoir envie de venir tous les jours, première chose. Et moins avoir envie d'avoir du temps pour faire autre chose, c'est-à-dire un peu montrer qu'ils existent, quoi. Donc le parti c'est de travailler en tutorat. On a aussi une classe, la classe dans laquelle on est là, c'est un dispositif UPE2A, et ça permet l'enseignante qui est nommée sur ce dispositif prend des petits groupes d'élèves. Alors, il y a l'école d'à côté, celle-là, donc elle mélange aussi les 2 écoles. Elle prend des petits groupes d'élèves pour travailler sur la langue française en particulier. Et ensuite, ils reviennent dans la classe avec des éléments de choses qu'ils ont fait dans cette classe-là et qu'ils peuvent présenter aux autres, ou ils continuent à travailler ce qu'ils ont déjà commencé ici. Donc, il y a tout ce lien entre la classe UPE2A et leur classe qui est important. Mais si on les laisse au fond de la classe, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de venir et qu'on retombe dans la problématique. Ils ne sont pas là souvent, donc ils ne s'investissent pas. Ils ne s'investissent pas, donc ils prennent du retard. Fabienne Vincenti, adjointe à l'éducation à la ville d'Aix-en-Provence depuis 2020. Effectivement, la scolarisation des enfants de 3 ans à 16 ans inclus est une obligation pour toutes les municipalités. Nous, à la ville d'Aix, puisque nous sommes ville amie des enfants depuis 2020, nous avons une école Tikiniglour qui accueille les enfants du Paltor, les communautés du Gens du Voyage, mais aussi les autres communautés, avec l'aide de l'association Allotra, qui fait un travail très intéressant, Aller Vert, qui s'occupe aussi des enfants du Gens du Voyage, qui incite les parents, qui les accompagnent dans les démarches administratives qui ne sont pas toujours faciles pour eux. Accompagnement administratif, donc la famille, le parent vient, il veut inscrire son enfant, on l'accompagne dans la rédaction du dossier, le travailleur social ou moi-même envoyant le dossier à la mairie qui nous fait un retour mail de l'attestation d'inscription à l'école, et en général ça se joue vraiment à 1 ou 2 jours et l'enfant peut aller à l'école une fois qu'on a justement le certificat d'inscription. Et ensuite il y a un second niveau sur la scolarisation, c'est le lien aussi avec des établissements scolaires directement, l'éducation nationale et les directeurs d'école. C'est faire le point assez régulièrement sur comment ça se passe pour nos petits itinérants dans les classes. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières pour qu'on puisse, nous, faire de la médiation auprès des parents? Il y a un autre niveau aussi, c'est qu'on invite aussi les directeurs d'école à venir sur nos aires d'accueil à la rencontre des parents, justement parce que ça permet aussi de sensibiliser les parents dont les enfants ne sont pas scolarisés. Ils rencontrent le directeur et du coup, on a eu quand même, grâce à cette façon de travailler, des enfants qui sont retournés à l'école. Mais aussi, ça permet aussi aux parents de mettre un visage sur l'éducation nationale. Voilà, le directeur d'école qui il est, poser des questions sur comment ça se passe en classe, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension des parents. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les parents
beaucoup de parents gardent le souvenir de leur scolarisation passée. Et quand on les interroge sur pourquoi vous scolarisez pas vos enfants, souvent c'est, en fait, l'école ça sert à rien parce que moi j'étais en fond de classe, j'avais des dessins et j'ai rien appris. Donc c'est aussi de venir casser ces idées reçues sur l'école d'aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'en fait aujourd'hui non, ça se passe pas comme ça, les enfants sont intégrés dans une classe comme tous les autres enfants. Alors certes, leur niveau n'est pas toujours au niveau de la classe, de la classe dans laquelle il est, mais en tout cas, les enseignants sont aussi là pour les accompagner, pour les aider dans les apprentissages. Nous accueillons nos enfants dans 2 écoles sur Aix. Un bus les prend le matin et les ramène le soir à 4h30. Donc pour les parents, il n'y a pas de problème et de charge d'accompagnement, ce qui est déjà une bonne chose. Puisque nous avons des référents de secteur qui sont formés, le personnel scolaire aussi est formé pour ça. Les enfants participent à toutes les activités aussi avec les autres enfants. C'est un mélange aussi des cultures, mais les enfants ont une faculté d'adaptation extrêmement importante, je pense beaucoup plus peut-être que les adultes, et honnêtement ça se passe très bien. Les sédentaires, ils sont complètement ouverts à l'accueil et ils sont intéressés ils sont curieux de la façon dont les autres vivent. Je m'appelle Athénaïs, j'ai 9 ans et je suis à l'école Marie Moron. Alors ici c'est ma table, ici il y a ma copine Yasmine, ici il y a Paolo et ici il y a Nathan. Et avec ma table on s'entend bien, ça va, on se prête souvent des choses, on s'aide entre soi et tout ça. Et voilà. Est-ce qu'ils sont des voyageurs, tout à l'heure? Non, à part moi, non. Et tu t'entends bien? Oui. C'est pas parce qu'ils sont pas des voyageurs que je m'entends mal. Oh mais d'ailleurs, c'est quoi un voyageur en fait? Un voyageur, en fait, un voyageur, ils vivent dans une caravane, comme moi et les deux. Et en fait, on se déplace très très souvent. On reste pas longtemps sur la même aire. Non, beaucoup moins. Peut-être 2 mois, 3, 4, 3 mois. Comment vous vivez? En fait, on vit comme les personnes normales, sauf dans une caravane. Mais en fait, quand vous changez d'endroit, vous allez loin ou alors vous... Alors on peut aller très très loin ou on peut aller très à côté. Mais en général, ça dépend. On peut aller à Paris. On peut aller de Marseille à Paris. Imaginez un jour, vous êtes dans une école et vous vous faites plein d'amis que par Ah, c'est déjà arrivé. Ouais, et des genres de meilleurs amis et que vous pouvez partir. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que tu en revois? Oui, une fois. C'est déjà arrivé. Mais est-ce que là, par exemple, tu en as encore un contact? Un contact Oui. Que tu peux revoir? Oui. Ouais. Oui. Donc en fait, ça, c'est le côté un peu mauvais de... Oui, exactement. Par exemple, nous, on peut pas tout le temps se voir. Parce que, en fait, par exemple, moi, je vais partir à Lyon, elle va partir à Bordeaux et elle va partir à Martigues. Et vous voyagez avec d'autres voyageurs ou pas? Oui, des fois. Oui. Et vous êtes beaucoup? Enfin, des fois on est vachement beaucoup et des fois on est 2-3. Ah ouais, ok. On peut aller en Corse. À quoi elles vous servent les caravanes? En fait, à avoir un toit, parce que nous on n'a pas de maison. La communauté des gens du voyage, elle n'est pas du tout homogène. D'ailleurs, moi je dirais même pas qu'il y a une communauté, je dirais qu'il y a plein de communautés différentes et que il faut plus réfléchir à l'échelle de l'individu et de la famille qu'à l'échelle de la communauté. Et effectivement, il y a encore des familles dont le rapport à l'école est difficile et où concrètement, il y a des réticences à envoyer les enfants à l'école pour plein de choses, plein de raisons, des peurs notamment, qui sont parfois rationnelles, qui sont parfois irrationnelles. Voilà. Donc ça, il faut les identifier et accompagner ces peurs, faire en sorte qu'elles changent. Et puis effectivement, il y a parfois aussi une forme de repli communautaire chez certaines familles qui peut exister, où on ne veut pas que les enfants se mélangent avec les gadgets. Mais il y a beaucoup de voyageurs qui ne veulent pas se mélanger. Et c'est là où c'est difficile, et dans la discussion avec les parents, c'est là où on a un travail à faire pour qu'ils aient confiance en l'école, donc ouvrir peut-être un peu plus l'école. C'est ce qu'on fait nous, on fait une journée d'intégration, enfin, on appelle ça comme ça la première semaine de la rentrée. En fait, on fait une journée où on mélange toutes les classes, on commence par un petit déjeuner tous ensemble, et après chaque équipe
donc avec tout âge mélangé, chaque équipe a 10 épreuves à faire. Et là, il y a des parents qui viennent nous aider et les parents des voyageurs viennent voir comment ça se passe et du coup, ils ont plus confiance dans la façon dont on réagit à l'école. Et ça leur permet d'avoir un autre discours avec leur enfant, c'est-à-dire tu peux partager avec les autres, tu peux te mélanger avec les autres, tu as le droit de te mélanger avec les autres. De la même façon que la société évolue, les voyageurs évoluent. Et on a des parcours aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ou 15 ans en arrière de jeunes qui parviennent à l'université. Ça, c'est quelque chose qui était quasiment inexistant il y a 10 ou 15 ans en arrière et qui aujourd'hui est de plus en plus nombreux. Et puis il faut aussi comprendre que le voyage a beaucoup changé en quelques décennies avec il y a 30 ans ou 40 ans en arrière une majorité des familles qui voyageaient et aujourd'hui une majorité des familles qui ne voyagent que sur une courte période en été et donc qui consacrent le reste de son année à rester sur place dans des terrains familiaux, dans leurs habitations ou même dans des aires d'accueil. Et puis il y a un sujet qui est fondamental et qu'on oublie très souvent, c'est la question des expulsions. Mais en général, quand il y a une expulsion, les enfants sont déscolarisés au moins 6 mois derrière. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des familles qui sont dans un cercle infernal d'expulsion, qu'on peut qualifier d'errance contrainte. C'est des familles qui enchaînent les parkings, les arrières d'usines, qui se font expulser à peu près tous les 15 jours. Et là, c'est quasiment impossible de scolariser correctement ces enfants. Il y a autre chose aussi, c'est que l'école offre pas nécessairement de perspective aux enfants du voyage qui, eux, ont déjà construit une perspective professionnelle dès l'enfance et généralement suivent les traces du père ou de la mère dans leur vie professionnelle. Et donc, on a du mal à percevoir parfois l'intérêt d'aller à l'école, en tout cas d'aller longtemps à l'école. Et puis je pense que l'école n'a pas vraiment valorisé les savoirs des voyageurs. Le jour où on aura un bac voyage par exemple, on aura peut-être beaucoup plus d'enfants qui seront intéressés pour aller au lycée. Aujourd'hui c'est pas le cas. L'autre difficulté elle vient de l'école elle-même, puisque évidemment il y a eu beaucoup d'efforts faits au niveau du primaire. Aujourd'hui globalement, les enfants sont accueillis correctement à l'école primaire dans la majorité des cas. Il y a toujours des problèmes, mais dans la majorité des cas, on arrive à avoir des scolarités correctes à l'école primaire. L'autre difficulté, c'est vraiment au collège. Là, il y a une rupture majeure puisque les collèges ne sont pas du tout adaptés encore aujourd'hui pour recevoir des élèves sur des courtes périodes. Le lien entre l'école et le collège, c'est compliqué parce que, en général, pour aller au collège, il faut prendre le car. Et que la plupart des voyageurs prendre le car, c'est pas possible. Donc ça c'est compliqué. Après, nous on est en lien avec un collège à Vitrolles qui a aussi une classe UPE2A et donc on essaye d'orienter. En plus il y a un bus direct du plateau de l'Arbois, donc on essaye d'orienter les enfants pour qu'ils aillent là-bas. Mais après moi je sais pas comment faire pour accentuer ce lien et pour qu'ils continuent leur scolarité. J'ai l'impression qu'il y a un blocage familial, mais je pense que les familles, il faut aussi, nous, Éducation nationale, qu'on les mette en confiance pour que justement, comme on a fait au départ sur l'entrée en CP. Donc on a un truc à travailler là. On est sur un établissement plus grand, plus d'élèves, plus d'enseignants. Et les parents des enfants du voyage ont toujours peur de mettre leurs enfants à l'école. Une crainte souvent infondée des dangers qu'ils peuvent y rencontrer. Je dis souvent parce que voilà, il y en a qui sont vrais, on parle de harcèlement par exemple. Je sais que c'est pas toujours facile, même si on essaie de faire en sorte que ça se passe mieux, c'est pas toujours évident. Mais il y a une peur du nombre, peur des bagarres, peur de la drogue, peur du viol des filles, donc on essaie de voir comment arranger ça en permettant des visites de collège lors de journées portes ouvertes,
Voilà, mais ça reste encore difficile. Alors, il n'y a pas une déscolarisation à proprement dit, puisque la scolarisation se fait par le biais du CNED, donc de la scolarisation à distance, mais qui, ne permet pas de la poursuite de la socialisation, que permet l'école, le collège, et deux, il y a des difficultés à poursuivre les apprentissages quand on ne peut pas être accompagné journalièrement sur ses devoirs, parce que même s'il y a des aides proposées au sein des aires d'accueil, des soutiens à la scolarité, ça ne remplace pas effectivement une aide quotidienne quand on sait que le CNED, c'est le programme pur et dur de l'éducation nationale et qu'il faut un accompagnement parce que sinon c'est très très compliqué. Voilà. Et puis s'ajoute à tout ça un environnement légal qui s'est durci ces dernières années, avec notamment la loi sur les séparatismes en 2021 qui a modifié les modalités d'accès à l'éducation en famille, à l'instruction en famille, et notamment à l'accès au CNED, donc à l'éducation à distance. Aujourd'hui, les enfants, les parents doivent faire un dossier qui est double, puisque avant on avait un principe déclaratif, on déclarait qu'on partait sur le voyage et ça suffisait pour s'inscrire au CNED. Aujourd'hui, il faut prouver qu'on voyage et qu'on va voyager, ce qui est très compliqué dans la mesure où il n'y a pas de liste exhaustive de documents demandés, et donc c'est un peu la pratique change d'une académie à l'autre, et on a beaucoup de refus aujourd'hui d'instruction en famille pour les enfants du voyage, qui sont parfois des refus quasi automatiques de certaines académies qui mènent une politique de tolérance zéro. Mais je dirais que ce qui est important, c'est plutôt que d'obliger les enfants à rentrer dans une forme de cadre qui ne correspond pas, d'aller chercher des alternatives, notamment avec l'enseignement à distance et des soutiens dans l'enseignement à distance. Donc aujourd'hui, à mon sens, ce qu'il faudrait développer aussi, c'est les soutiens dans l'enseignement à distance, c'est-à-dire des professeurs qui peuvent être détachés ou des membres de l'éducation nationale, ou même des associations qui se formeraient sur cette question-là et qui viendraient vraiment apporter des soutiens pour l'aide aux devoirs de manière régulière.